Je m'appelle Grace Anderson. À 31 ans, je cumulais 3 emplois, et je rationnais encore l'argent de l'essence, la semaine où j'ai découvert que mon grand-père m'envoyait de l'argent chaque mois, depuis près de 4 ans. 7 000 € par mois, sur la fin. Je n'en ai jamais vu un seul euro. J'étais infirmière aux urgences. J'enchaînais les gardes de nuit, j'acceptais des missions d'intérim le week-end, et je donnais des cours d'aide-soignante à côté. Et malgré cela, je comptais mes centimes avant le jour de paie. Je me noyais en silence depuis si longtemps, que personne, autour de cette table, ne pensait que je finirais par relever la tête. Alors, quand mon grand-père a souri, lors de son propre dîner d'anniversaire, et m'a demandé ce que je faisais de mon chèque, j'ai failli m'étouffer en répondant. Ce que ma mère a fait avec cet argent était mal. Ce qu'elle a signé, pour que cela continue, était un crime. La nuit où cette histoire commence vraiment, j'ai pointé pour quitter les urgences à 3 heures du matin, et je me suis assise dans ma voiture pour faire des calculs. Pas des calculs de patient, des calculs d'essence. Il me restait un quart de réservoir, j'avais un cours d'aide-soignante à donner à l'autre bout de la ville à 8 heures, et j'essayais de savoir si je pouvais faire les deux avec ce qu'il me restait. Je mangeais des nouilles froides dans leur boîte, posées sur mon tableau de bord, et je ne m'apitoyais pas sur mon sort. Parce que s'apitoyer sur son sort, cela brûle des calories que l'on ne peut pas se permettre de gaspiller. 2 heures plus tôt, j'avais géré une réanimation sur un homme de 60 ans, dont le cœur avait lâché dans le rayon numéro 6 d'un supermarché. Mes mains n'avaient pas tremblé une seule fois. C'est ce que les gens n'ont jamais compris à mon sujet. J'étais doué dans mon travail. J'étais doué pour garder mon calme, quand le moniteur hurlait. Je n'arrivais tout simplement pas à équilibrer les chiffres de ma propre vie. Peu importe le nombre de gardes que j'accumulais, j'avais contracté mes prêts étudiants toute seule, je les remboursais toute seule, et je n'avais jamais demandé d'aide à personne. Quelque part en chemin, j'avais construit un mur autour du mot « aide », brique par brique, jusqu'au point où je n'aurais même plus pu en demander, même si je l'avais voulu. Mon téléphone a vibré contre le porte-gobelet. Un texto de ma mère. « Dîner de dimanche », disait-il. « Grand-père vient. » Je l'ai lu 2 fois, et j'ai senti mon estomac se serrer comme un poing, sans que je puisse vous expliquer pourquoi. C'était l'homme le plus doux que je connaissais. Le voir aurait dû être le meilleur moment de mon mois. Au lieu de cela, quelque chose de sourd et de glacial s'est retourné en moi. Ce même pressentiment que vous avez, quand les constantes d'un patient semblent normales, mais que votre instinct vous dit que ce n'est pas le cas. J'ai démarré la voiture. Je me suis dit que c'était à cause de la jauge d'essence. Ça ne l'était pas. Le dîner du dimanche avait lieu chez ma mère. La maison que mon père avait construite avant de mourir. Celle qu'elle se battait pour garder, bien que je l'ignorasse encore à ce moment-là. J'arrivais directement de l'hôpital, toujours en tenue de bloc, sentant le gel hydroalcoolique. Ma sœur, Sloan, est entrée, rayonnante après un séjour à Cabo, avec un nouveau sac sur l'épaule, qui coûtait plus cher que la mensualité de ma voiture. Son mari, Tran, parlait de ses investissements comme un homme qui n'avait jamais perdu un centime. Bien que j'ai appris plus tard, que la seule chose qu'il savait investir, c'était l'argent des autres. Ma mère m'a jaugé de haut en bas, et a soupiré. « Tu dois toujours te donner un air si misérable », a-t-elle dit, en lissant une serviette. J'ai laissé couler. Laisser couler, c'était un muscle que j'avais trop développé. Puis, la porte d'entrée s'est ouverte, et mon grand-père est entré. Il avait 80 ans, et se tenait toujours droit, comme un homme qui avait coulé du béton pour gagner sa vie, ce qu'il avait d'ailleurs fait, avant d'en bâtir toute une entreprise. Il a traversé la pièce, est venu droit vers moi, et m'a serré si fort que ma colonne vertébrale a craqué. Et quand il a reculé, ses yeux brillaient d'une fierté intime et satisfaite, que je n'arrivais pas à cerner. « Tu prends si bien soin de toi », m'a-t-il dit doucement, juste à moi. Ça me rassure tellement. J'ai ri, confuse. J'étais une femme qui réchauffait du café de station-service, pour économiser 4 €. Quoi qu'il les rassurait, ce n'était certainement pas ma vie. J'ai failli lui demander ce qu'il voulait dire. Sloan a appelé tout le monde à table, avant que je ne puisse le faire. La main de ma mère s'est posée sur le bras de mon grand-père, l'éloignant un peu trop vite. J'ai classé ça dans la catégorie « sans importance ». J'ai eu tort de le classer ainsi. Nous en étions à la moitié du rôti, quand mon grand-père a posé sa fourchette, m'a regardé avec cette même lueur chaleureuse, et a posé la question qui finirait par tout faire voler en éclats.
Ce chèque t'aide bien, ma chérie? J'ai cru qu'il parlait de mon salaire. J'ai pensé qu'il faisait la conversation sur les salaires des infirmières, comme le font souvent les parents âgés. Je m'en sors, ai-je répondu. L'hôpital paie ce qu'il paie. De l'autre côté de la table, ma mère a reposé son verre d'eau, un peu trop brutalement, et a détourné la conversation vers le dernier client de mariage de Sloan. Rapidement, de la même façon que l'on rattrape un scalpel qui tombe. Je l'ai remarqué, comme on remarque un changement de rythme sur un moniteur, un léger sursaut qu'on ne peut plus ignorer. Mon grand-père n'avait pas fini. J'ai gardé la carte que tu m'as envoyée le mois dernier, a-t-il dit en souriant. Je l'ai collée directement sur le frigo. La plus belle écriture de la famille. Je suis resté figé. Je ne lui avais pas envoyé de carte. Ni le mois dernier. Ni l'année dernière. J'ai ouvert la bouche pour le dire, mais ma mère s'est levée, et l'a entraîné vers le salon pour lui montrer de nouvelles photos du chien de Sloan. Sa main tenait fermement son coude, sa voix était enjouée et forte. Le moment s'est refermé, comme une porte. Je suis resté assise là, ma fourchette à la main, avec une question que je ne pouvais pas poser, sans donner l'impression d'accuser quelqu'un de quelque chose, lors d'un dîner dominical. Alors, je suis rentré chez moi avec la radio éteinte, et cette unique phrase qui tournait en boucle dans ma tête, comme une pulsation cardiaque que je ne pouvais pas ralentir. Ce chèque t'aide bien? Quel chèque? Je me suis dit que j'étais fatigué. Je me disais que j'étais fatigué depuis environ 4 ans. Le lendemain matin, le courrier m'a appris que je n'étais pas fatigué. J'étais volé. L'enveloppe était épaisse et officielle, et m'était adressée à mon propre appartement, ce qui était étrange. Car personne de l'administration ne m'avait jamais cherché assez activement, pour me trouver. Elle provenait d'un cabinet comptable dont je n'avais jamais entendu parler. Et elle mentionnait, dans un jargon fiscal aride, les dons annuels à Grace Anderson, effectués au nom de Monsieur Walter Hay. Des dons pour moi. Il y avait un chiffre, à l'intérieur, qui m'a fait m'asseoir à même le sol, dans ma propre cuisine. 84 000 €, rien qu'au cours de la dernière année. Je l'ai lu 4 fois. Je suis infirmière. Je lis des dossiers médicaux pour gagner ma vie. Cette lettre n'avait rien d'ambigu. Quelqu'un m'avait offert, sur le papier, plus de 3 fois ce que je gagnais, en brisant mon corps dans un service d'urgence, et je n'en avais jamais vu le moindre centime. Mon premier instinct n'a pas été de pleurer. Ça a été de vérifier. J'ai affiché 4 ans de mes propres relevés bancaires sur mon téléphone. J'ai fait défiler l'écran tout en bas, ligne par ligne, de la même façon que je scannerais une liste de médicaments pour y chercher une interaction. Rien. Jamais aucun dépôt de ce genre. Pas une seule fois, même pas partiel. Quoi que mon grand-père pensait m'envoyer, cela avait atterri quelque part, mais ce n'était pas sur mon compte. J'ai appelé ma mère ce soir-là, et j'ai gardé une voix détendue. Et, maman. Une question comme ça. Est-ce que grand-père m'a déjà envoyé quelque chose, en passant par toi? Il y a eu un silence au bout du fil, juste une demi-seconde de trop. Mais de quoi parles-tu enfin? A-t-elle demandé. Puis, plus doucement, de la façon dont on parlerait pour calmer quelqu'un de confus, ma chérie, tu travailles à t'en rendre malade. Va te coucher. J'ai raccroché, et j'ai fixé la lettre sur le sol. Je venais de me faire manipuler par la femme qui m'avait élevé. En douceur, avec une expertise redoutable, et en moins d'1 minute. Alors, j'ai commencé à conserver les enveloppes. Le lendemain soir, je me tenais devant 12 étudiantes aides-soignantes, leur apprenant à prendre une tension artérielle manuelle. Mes mains exécutaient la démonstration, tandis que mon esprit ressassait ce chiffre. Comptez avant de réagir, leur ai-je dit, en pressant le pavillon du stéthoscope sur le bras d'une étudiante. C'était la première chose que mon père m'avait apprise, à l'époque où il était encore en vie, et où je n'étais qu'une enfant qui le suivait partout sur ses chantiers. Compte avant de réagir. Il est mort quand j'avais 24 ans. Et après les funérailles, ma mère a tout géré. Les papiers, les comptes, les formulaires de succession, absolument tout. J'étais dévastée et reconnaissante, et je signais tout ce qu'elle me mettait sous les yeux. Je n'ai jamais lu une seule page. J'étais convaincu que le chagrin le plus profond de la pièce, était forcément le plus honnête. Si vous avez déjà été la personne qui gère tout, la personne forte, celle dont personne ne s'inquiète, vous savez déjà à quel point cela vous rend invisible. Je gérais tout dans ma vie,
à l'exception de la seule question que j'aurais dû poser il y a des années. Et je vais vous expliquer exactement comment j'ai fini par la poser, car je pense que certains d'entre vous ont besoin de la poser aussi. Si cela résonne en vous, abonnez-vous et restez avec moi. Ça empire avant de s'arranger. Et ensuite, ça s'arrange vraiment. J'ai libéré la classe, je me suis assise dans la salle vide, et je me suis autorisé à formuler la pensée que j'essayais de fuir. Ma mère avait géré les papiers après la mort de papa. Ma mère gérait les dons de grand-père. Ma mère gérait tout. Et je n'avais jamais, pas une seule fois, vérifié son travail. Une semaine plus tard, ma mère m'a demandé de venir l'aider à vider la chambre d'amis. Et j'ai dit oui, parce que dire oui était un autre muscle que j'avais trop développé. Mais aussi, parce que je voulais entrer dans cette maison. Pendant qu'elle préparait le café dans la cuisine, je me suis assise à son bureau, où son ordinateur portable était ouvert sur son compte courant. Et j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier, mais que je referai sans hésiter. J'ai fait défiler la page. Ils étaient là. 7 000 € déposés le premier de chaque mois. Aussi régulier qu'un battement de cœur. Plus petit dans les mois les plus anciens, 5 000, puis en augmentation. Et juste en dessous de chaque dépôt, dans la journée qui suivait, un transfert sortant du même montant, vers un compte se terminant par les 4 mêmes chiffres. Encore et encore. Sur 4 ans. J'ai photographié l'écran avec mon téléphone. Mon pouls résonnait fort dans mes oreilles, mais mes mains étaient toujours aussi fermes. Le cadeau de mon métier. Ces 4 derniers chiffres ont accroché quelque chose dans ma mémoire. Quelques mois plus tôt, en partageant les frais du cadeau de Noël de grand-père, Sloan m'avait tendu un chèque de son propre compte, et j'avais jeté un coup d'œil au numéro par habitude. Les 4 mêmes chiffres. L'argent entrait chez ma mère, et repartait directement chez ma sœur. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mais, assise là, je savais aussi déjà, qu'une photo de l'écran de ma mère ne prouvait presque rien. Ce n'était pas mon compte. Je n'avais aucun droit d'exiger le moindre relevé d'une banque, qui ne connaissait même pas mon nom. Un soupçon n'est pas une preuve. Une infirmière peut être certaine qu'un patient fait une septicémie, elle aura tout de même besoin des analyses en laboratoire, avant que quiconque n'agisse. J'ai refermé l'ordinateur, juste au moment où la voix de ma sœur a traversé la pièce. « Qu'est-ce que tu fais exactement sur l'ordinateur de maman, Grace ?» Son ton était glacial. J'ai souri, et j'ai répondu que j'aidais à ranger. J'avais appris mon calme auprès des moniteurs qui hurlent. Je n'ai pas crié. Cela vaut la peine de le répéter, car tout ce qui a suivi en dépendait. Je n'ai pas hurlé sur Sloan, dans la chambre d'amis de notre mère. J'ai fermé l'ordinateur, j'ai dit que j'aidais, et je suis retourné plier de vieux rideaux, pendant que mon cœur faisait des siennes. Crier fait du bien pendant environ 4 secondes, mais ça vous fait perdre la guerre. J'avais vu des familles faire ça aux urgences pendant des années, hurler sur la seule personne qui détenait les réponses, pour ensuite se demander pourquoi personne ne voulait les aider. Alors, je suis rentré chez moi, et j'ai monté un dossier. Les dates, les montants, la photo de la lettre des impôts, la photo du relevé de ma mère. J'ai tout étalé, de la même manière que je constituerais le dossier d'un patient, dont je soupçonne qu'on a tranquillement mal géré le traitement pendant des années. Ce qui, en fin de compte, était exactement mon cas. Et en regardant tout cela, de façon froide et clinique sur la table de ma cuisine, j'ai compris quel mur se dressait face à moi. Je pouvais voir le crime. Mais je ne pouvais pas toucher la preuve. L'argent coulait de grand-père, à maman, jusqu'à Sloan. Et chaque maillon de cette chaîne appartenait à la banque de quelqu'un d'autre, au compte de quelqu'un d'autre, à la signature de quelqu'un d'autre. J'avais besoin de quelqu'un qui savait comment la loi déplaçait réellement l'argent, car moi, je n'en savais rien. J'avais passé 7 ans à refuser de demander de l'aide à qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Maintenant, j'allais le demander à un parfait inconnu. Une clinique d'aide juridique gratuite, avec une liste d'attente de 6 semaines, avant d'aller demander la vérité à ma propre mère une fois de plus. Cela vous dit tout sur le niveau de confiance qu'il restait entre nous. J'ai pris rendez-vous ce soir-là. Ensuite, je suis allé faire ma garde de 12 heures, parce que le loyer devait toujours être payé, et que les femmes qui se sont fait voler, doivent quand même aller travailler. Dana Whitfield avait un bureau exigu, un mur rempli de classeurs, et la patience paisible de quelqu'un qui avait vu beaucoup de familles s'entre-dévorer. Elle a écouté toute mon histoire, sans me dire une seule fois que je réagissais de manière excessive. Ce qui, en soi, m'a presque fait pleurer.
Puis, elle m'a expliqué les rouages auxquels j'avais été aveugle. Votre grand-père écrivait les chèques, a-t-elle dit. Si quelqu'un a signé votre nom au dos, et les a déposés sur un compte qui n'était pas le vôtre, c'est un endossement falsifié. Le recto du chèque semble parfaitement légal, donc la banque ne sourcille jamais. La fraude se trouve au verso. Je me suis penché en avant. Alors je récupère les versos, et je les tiens. Dana a secoué la tête lentement, et c'est là que mon estomac s'est noué. Vous ne pouvez pas. Vous n'êtes ni la titulaire du compte, ni la payeuse. Seule la personne qui a émis les chèques, c'est-à-dire votre grand-père, ou les forces de l'ordre, peuvent obliger cette banque à produire les images des endossements. J'ai encaissé la nouvelle. Donc, j'ai besoin qu'il me croie, ai-je dit, avant même d'avoir la preuve qui le ferait me croire. Dana a hoché la tête. C'est le piège qu'elles ont construit, consciemment ou non. Sa confiance envers votre mère, c'est le verrou. Elle a laissé planer un silence, puis a ajouté la phrase qui a changé la température de toute la pièce. Mais comprenez bien ce à quoi vous avez affaire. Si votre nom a été signé par la main de quelqu'un d'autre pour prendre votre argent, ce n'est pas un désaccord familial, Grace. Dans l'Ohio, cela peut être qualifié de falsification. C'est un acte criminel. J'ai conduit pour rentrer chez moi, en faisant de nouveaux calculs. Pour obtenir la vérité, j'avais besoin de mon grand-père. Et pour atteindre mon grand-père, je devais passer l'obstacle de ma mère. Or, elle avait passé 4 ans à se tenir exactement entre nous, à lui tenir le bras, à l'éloigner doucement de moi lors de chaque repas. 2 jours plus tard, ma mère m'a appelé. Douce comme un agneau, avec une mission pour moi. Grand-père va avoir 80 ans le mois prochain, a-t-elle dit. On lui organise un grand dîner chez lui. Toute la famille, ses vieux amis. Tu t'occuperas des fleurs, n'est-ce pas? Tu es doué pour les petites choses. Les petites choses. Je tenais le téléphone, je regardais mon dossier sur la table, et j'ai compris, avec une lucidité qui ressemblait presque à de la sérénité, l'opportunité exacte qu'on venait de m'offrir. Toutes les personnes qui comptaient seraient dans la même pièce. Mon grand-père, ma mère, Sloan, Tran, les tantes, les cousins, ses plus vieux amis, des témoins. Vous ne pouvez pas réécrire une histoire qui s'est déroulée sous les yeux de 30 personnes. Bien sûr, ai-je répondu, j'adorerais m'occuper des fleurs. Dans la discussion de groupe de la famille, Sloan publiait déjà des photos de la salle qu'elle aménageait. Les nappes, le traiteur, le quatuor à cordes. Elle planifiait une soirée magnifique, avec l'argent qui était sorti du compte de mon grand-père, et qui m'était destiné. J'ai regardé ces photos pendant un long moment. J'aurais pu hurler dans cette discussion. J'aurais pu taper toute l'accusation, et tout faire exploser cet après-midi-là. Au lieu de cela, j'ai envoyé un pouce en l'air et l'émoji d'une fleur, et j'ai commencé à planifier. Parce que la rage est bruyante et inutile, tandis qu'une échéance est silencieuse et patiente. Elles étaient en train de me construire la scène parfaite, avec mon propre argent volé. La moindre des choses était d'arriver à l'heure. Laisse-les planifier. C'est une phrase que je me suis répétée pendant des semaines, parce que j'avais besoin du public. Il n'y avait qu'un seul problème entre cette pièce et moi. Je ne pouvais toujours rien prouver sans mon grand-père. Et c'était ma mère qui répondait à son téléphone. Avant de contourner ma mère, je lui ai donné une dernière chance. Je ne vous dis pas cela pour me faire passer pour une sainte, mais parce que, pour moi, il était important, par la suite, de savoir que je lui avais d'abord montré la porte de sortie. Je suis passé seul, un soir de semaine, et je l'ai trouvé à la table de la cuisine. Maman, lui ai-je dit doucement, y a-t-il quelque chose que tu voudrais me dire, à propos de l'argent de grand-père? J'ai regardé son visage faire les calculs que j'avais déjà fait une 12aine de fois. Je l'ai regardé prendre sa décision. Elle a posé sa tasse de thé. On ne vole pas sa propre famille, Grace, a-t-elle dit, avec la certitude froide de quelqu'un qui a répété cette réplique dans sa tête. On emprunte. Et voilà. Toute l'architecture de la combine, avouée et défendue dans la même respiration. Ce n'était pas un déni, c'était une justification. Elle savait exactement ce qu'elle avait pris, et elle avait déjà décidé que ce n'était pas du vol. J'ai gardé une voix neutre. Et quand rembourse-t-on l'argent que l'on emprunte? Elle m'a regardé comme si j'étais délibérément cruel. Quand je le pourrai. Ton grand-père a plus d'argent qu'il n'en dépensera jamais, et tu as toujours été la forte. Sloan en avait besoin. La maison en avait besoin.
Il y a eu une lueur d'hésitation à ce moment-là. Quelque chose de fatigué et d'effrayé, caché sous son arrogance, qui a disparu avant que je puisse mettre un mot dessus. Puis, elle a ajouté, presque pour elle-même, il a toujours adoré recevoir une belle carte de remerciement. Tout mon corps s'est figé. La carte sur son frigo. La plus belle écriture de la famille. Je n'ai pas réagi. J'ai dit que j'étais du matin, et je suis parti. Mais je me suis assise dans ma voiture, dans son allée, et j'ai tapé une note sur mon téléphone, pour ne pas oublier l'ampleur de la chose. Des lettres. Elle ne s'était pas contentée de prendre l'argent. Elle lui avait écrit en se faisant passer pour moi, année après année, en mon nom, pour le garder reconnaissant et silencieux. C'était un tout autre genre de crime, et je commençais à comprendre que je n'en avais vu que la surface. Dana m'a mis en contact avec un jury comptable nommé Russ. Il a accepté de commencer à travailler, via un plan de paiement que j'allais devoir rembourser jusque dans la décennie suivante. Et il parlait de l'argent de la même façon que je parlais des corps humains. Comme un système qui ne peut pas mentir, si on sait le lire correctement. Les gens mentent, m'a dit Russ lors de notre premier appel. Les flux de trésorerie, non. Il a mené ce qu'il a appelé une « analyse de style de vie », à partir de registres publics et des documents que j'avais photographiés. L'entreprise d'organisation de mariage de Sloan perdait de l'argent depuis 3 ans, des fournisseurs n'étaient pas payés. Un avis de saisie fiscale avait été déposé, puis mystérieusement réglé. La maison de ma mère avait été à un impayé près de la saisie, puis, d'une manière ou d'une autre, elle a été sauvée. Ces 2 gouffres financiers, m'a expliqué Russ, s'alignaient presque parfaitement avec les milliers de euros par mois, grimpant jusqu'à 7000, qui affluaient d'une source non déclarée. Je peux prouver que l'argent a atterri dans leur vie, a-t-il dit. Je peux prouver les montants et les dates. Ce que je ne peux pas faire d'ici, c'est mettre un nom sur la main qui a signé le dos de ces chèques. Pour cela, vous avez besoin des images des endossements. Et pour les obtenir, vous avez besoin de l'homme qui les a rédigés. Toujours le même mur. Toujours mon grand-père, qui se trouvait de l'autre côté de ma mère. J'ai remercié Russ, j'ai raccroché, et je me suis posé pour analyser le problème. J'avais le pourquoi, le où, et le combien. J'avais une femme fatiguée et effrayée, qui avait pratiquement tout avoué, à la table de sa propre cuisine. Ce qu'il me manquait, c'était la seule chose qu'une salle pleine de témoins croirait réellement. Le dos d'un seul chèque. Mon propre nom, falsifié par la main de quelqu'un d'autre. Les chiffres sont de très mauvais menteurs, avait dit Russ avant de raccrocher. Mais j'avais besoin du verso du chèque, pour nommer le voleur. J'avais 4 semaines avant la fête. Je devais voir mon grand-père en tête-à-tête avant ça. Arriver à parler à mon grand-père s'est avéré être une véritable petite guerre. J'ai appelé chez lui 3 fois cette semaine-là. À chaque fois, c'est ma mère qui a répondu « Il se repose, ma chérie. Il est sorti avec ses amis. Je lui dirai de te rappeler. » Il n'a jamais rappelé. Et j'ai compris que c'était elle qui prenait cette décision. Qu'elle s'était érigée en standardiste de sa vie entière. Avec gentillesse, pour rendre service, exactement de la même façon dont elle se rendait indispensable pour tout. Et la majeure partie de la famille l'a remerciée pour ça. Alors, j'ai fait ce à quoi elle ne s'attendait pas. Je lui ai écrit une carte. Une vraie carte, avec ma propre et véritable écriture. Je l'ai conduite jusqu'à chez lui moi-même, et je l'ai glissée dans sa boîte aux lettres, pendant que la voiture de ma mère n'était pas dans l'allée. Un café, avais-je écrit. Juste toi et moi. Personne d'autre. J'ai quelque chose à te demander en personne, et j'ai besoin que tu l'entendes de ma bouche. Puis, j'ai attendu. Et cette attente a failli me tuer, car, pour autant que je le sache, elle vérifiait peut-être aussi son courrier, et la carte était peut-être déjà passée à la déchiqueteuse. 3 jours de silence. J'ai fait mes gardes, j'ai donné mes cours, et je sursautais à chaque fois que mon téléphone s'allumait. Le 3e soir, un numéro inconnu m'a appelé. J'ai failli laisser sonner jusqu'au répondeur. Je suis contente de ne pas l'avoir fait. Gracie. La voix de mon grand-père. Basse, prudente, appelant depuis un numéro que je ne connaissais pas, je suis chez mon ami Earl. J'ai reçu ta carte. Un silence. Et quand il a repris la parole, il y avait quelque chose que je n'avais jamais entendu chez lui. La douleur d'un vieil homme, essayant de rester digne. Tu veux me voir sans que ta mère soit là?
J'ai besoin que tu m'expliques pourquoi, ma chérie. Parce que, dernièrement, j'ai le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond dans cette famille, et personne ne veut me regarder dans les yeux pour me le dire. Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant qui appartenait à Earl, dans une banquette au fond, juste nous deux. Et j'ai fait la chose la plus difficile que j'ai eu à faire, depuis l'enterrement de mon père. Je lui ai dit la vérité, doucement. Et ensuite, j'ai posé un morceau de papier sur la table, entre nos tasses de café. C'était la copie d'un seul chèque encaissé. Un chèque qu'il avait lui-même rédigé, dont j'avais pu obtenir une copie via sa propre banque, simplement parce qu'il portait son nom. C'était son chèque, et je l'avais demandé de la bonne manière. Au recto, on pouvait lire, de sa propre écriture ferme, payé à l'ordre de Grace Anderson, 7000 €. Je l'ai regardé reconnaître son écriture, et sourire pendant une petite seconde. De la même manière que vous souririez face à la photo de quelqu'un que vous aimez. Puis, j'ai dit, tourne-le, grand-père. Il l'a retourné. Au dos figurait mon nom, Grace Anderson, signé d'une écriture pleine de boucles et d'assurance. Une écriture qui n'était pas la mienne, et qui ne l'avait jamais été. Déposée sur un compte que je n'avais jamais possédé. Il l'a fixé pendant un long moment. Son pouce a glissé sur la signature falsifiée, comme s'il pouvait sentir qu'elle était fausse. Ce n'est pas ton écriture, a-t-il dit finalement. Ce n'était pas une question. Non, ai-je répondu. Je n'ai jamais vu un seul euro de cet argent. Rien du tout. Pendant 4 ans. Sa main tremblait maintenant, mais ses yeux étaient secs, et se durcissaient de seconde en seconde. Il a lentement mis la main dans son portefeuille, et en a sorti une petite carte usée. Le genre de chose que vous gardez parce qu'elle a une vraie valeur sentimentale. Il l'a posée à côté du chèque. L'écriture sur la carte correspondait exactement au dos du chèque, boucle pour boucle. Tu m'as envoyé ceci, a-t-il dit doucement. Pour mon dernier anniversaire. Je l'ai toujours sur moi. J'ai regardé un mot de remerciement que je n'avais jamais écrit, rédigé en mon nom, avec la même écriture falsifiée. Je ne l'ai pas fait, grand-père, lui ai-je dit. Je ne savais même pas que tu m'offrais quoi que ce soit, pour pouvoir t'en remercier. Et j'ai vu 4 années d'un mensonge, dans lequel il avait vécu, se réarranger derrière ses yeux. Mon grand-père voulait conduire jusqu'à la maison de ma mère, ce soir-là, et régler ses comptes. Ses mains étaient posées à plat sur la table du restaurant, et sa mâchoire était crispée. Et l'espace d'un instant, j'ai vu l'homme qui avait bâti une entreprise, en refusant de reculer devant qui que ce soit. J'ai posé ma main sur la sienne. Non, ai-je dit. Pas comme ça. Si tu vas l'affronter ce soir, seul dans sa cuisine, tu sais ce qui va se passer? Elle va pleurer. Elle va s'expliquer. Tu es un vieil homme qui aime sa fille. Et demain matin, elle t'aura à moitié convaincu de ne plus croire ce que tes propres yeux ont vu. Il n'a pas protesté, car il savait que c'était vrai. Alors, je lui ai proposé un plan, au lieu d'une crise de colère. Et je veux être très clair sur ce point, car il est important. Je ne lui ai pas demandé de me sauver. Je lui ai demandé de me tendre le seul outil que lui seul pouvait atteindre. C'est toi qui as fait l'échec, lui ai-je dit. Cela signifie que toi, et toi seul, peux autoriser la banque à divulguer les images des endossements pour chaque paiement, sur les 4 années. Dana va envoyer la demande en bonne et due forme, sur papier, pour que personne ne puisse l'ignorer. Il a hoché la tête lentement, suivant mon raisonnement. Et ensuite, on fait ça une bonne fois pour toutes, ai-je répondu. Devant tout le monde, à ta fête. Là où elle ne pourra pas t'emmener dans le salon pour réécrire l'histoire. Là où 30 personnes verront le dos du chèque en même temps. Il est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, ton grand-père a gagné tout ce qu'il a, en n'ayant jamais, pas une seule fois, peur de la vérité, même quand cela lui coûtait cher. Sa voix s'est brisée. Ne me laisse pas en avoir peur maintenant, même s'il s'agit de ma propre fille. Nous avons conclu l'accord d'une poignée de main, comme on scelle un contrat. Un homme de 80 ans et sa petite fille, dans la banquette d'un petit restaurant. Et pour la première fois en 4 ans, je n'ai plus eu l'impression de me noyer toute seule. La demande est partie sur le papier à en-tête de Dana, signé par mon grand-père. Et puis, est arrivée la partie dont personne ne vous parle, l'attente. Les banques ne fournissent pas 4 ans de relevé du jour au lendemain. Alors, j'ai fait la seule chose que je savais faire. Je suis retourné travailler, et j'ai agi de la manière la plus normale du monde.
car la pire chose que je pouvais faire à ce stade, c'était de laisser quiconque voir venir la tempête. Sloan m'a envoyé des messages à propos des fleurs, quelle couleur, quel budget, et je lui ai répondu comme une sœur qui ne se doutait de rien. Ma mère m'a appelé, pour me rappeler de bien m'habiller pour une fois. J'ai promis que je le ferais. Il y a un moment, dans les soins infirmiers, où vous arrêtez de réagir, et vous commencez à documenter les faits. Parce que le dossier médical est la seule chose qui protège le patient, quand les cris commencent et que les mémoires deviennent sélectives. C'est exactement là que j'en étais. Calme à l'extérieur, construisant un dossier qu'aucune quantité de larmes ne pourrait contester. Une page méticuleuse à la fois. Si vous avez déjà eu à être le pilier solide, pendant que tout le monde autour de vous réécrivait ce qui s'était réellement passé, vous comprenez déjà le genre de patience que cela a exigé. C'est la patience la plus solitaire qui soit. Abonnez-vous et restez avec moi. Parce que la nuit où tout cela a éclaté, les personnes silencieuses dans l'assemblée, sont celles qui m'ont envoyé des messages par la suite pour me dire « c'était moi ». J'ai enfin osé poser la question. 10 jours avant la fête, mon téléphone a sonné pendant une pause. C'était Dana, et sa voix avait changé. Les images sont arrivées, Grace, a-t-elle annoncé. Les 4 années complètes. Un silence. Vous devriez vous asseoir avant que je vous les envoie. C'est pire que l'argent. Je me suis assise dans un placard à fournitures, sous une lumière fluorescente, et j'ai ouvert le fichier envoyé par Dana. Et tout était là. 4 années de vols étalés devant moi. Chèque après chèque. Le recto écrit de la main de mon grand-père, le verso signé, Grace Anderson, avec cette fausse signature tout en boucle, qui correspondait à la carte de remerciement dans son portefeuille. Absolument tous déposés, via une application mobile, sur le compte joint que ma sœur détenait avec son mari. Tran avait paramétré les dépôts. Sloan avait falsifié mon nom. C'était clair, complet et accablant. Et cela aurait été suffisant. Mais Dana m'avait prévenu qu'il y avait autre chose. Et c'est cette chose qui m'a retourné l'estomac. Les images des endossements n'étaient pas la fin de l'histoire. Les dons de mon grand-père avaient été gérés par l'intermédiaire d'un cabinet comptable depuis le début. Et, une fois qu'il avait autorisé la divulgation, ils avaient remis leur dossier de correspondance, avec les historiques de paiement. Glissés à l'intérieur de ces dossiers, se trouvaient des lettres que la famille avait envoyées au fil des ans. Des requêtes, des nouvelles, des remerciements. Et plusieurs d'entre elles avaient été rédigées en mon nom, avec cette même écriture falsifiée. L'une d'elles, datant d'il y a 2 ans, demandait à mon grand-père, en empruntant ma voix, s'il pouvait augmenter l'aide mensuelle de 5 000 à 7 000 euros. Parce que, disait la lettre, Grace veut reprendre ses études, pour obtenir sa certification d'infirmière praticienne, et les frais de scolarité sont élevés. Je n'avais jamais écrit ces mots. Je n'avais jamais demandé le moindre euro à cet homme. Quelqu'un s'était servi de mon nom, et de l'amour que mon grand-père me portait, pour négocier une augmentation sur un vol. C'est à cet instant précis que toute l'affaire a pris une nouvelle dimension entre mes mains. L'argent volé était une blessure. Les lettres falsifiées, elles, prouvaient qu'il s'agissait d'un plan prémédité. Vous pouvez toujours essayer de faire passer la prise d'argent, pour un simple malentendu familial. Mais vous ne pouvez pas vous justifier, d'avoir signé le nom de quelqu'un d'autre pour en réclamer davantage. Cette signature répétée, de plus en plus exigeante, marquait la différence entre une dispute de famille et un crime passible de prison. Et tout était sur papier, désormais. Avec l'autorisation de mon grand-père par-dessus le marché. Ce soir-là, j'ai été confronté à un choix. Je pouvais apporter tout cela à un avocat discrètement, déposer des plaintes, laisser les dossiers circuler dans les bureaux, et ne jamais dire un mot lors de la fête. Ça aurait été plus propre. Ça aurait été plus sûr. Une part de moi, celle qui avait passé 31 ans à fuir les esclandres, le voulait désespérément. Mais j'avais vu ma mère opérer pendant trop longtemps, pour croire que le silence serait un jour synonyme de sécurité. Si je faisais ça à huis clos, c'est elle qui raconterait à la famille ce qui s'était passé. Elle dirait que j'étais devenu cupide. Que j'avais attaqué une veuve éplorée pour un simple malentendu. Que j'avais déchiré la famille pour de l'argent. Elle me réécrirait, exactement de la même manière qu'elle avait réécrit ses chèques. Le seul moyen de préserver ma propre histoire, c'était de la raconter moi-même, à voix haute, devant tous les témoins qui, sinon, entendraient sa version en premier. Alors, j'ai appelé Dana, et j'ai concrétisé les choses. La demande de restitution et le signalement pénal,
serait déposée via les voies officielles, en temps voulu. Mais la révélation, le moment où la famille apprendrait la vérité, aurait lieu à cette table, devant tous ces gens. Parce que c'était la seule pièce que ma mère ne pourrait pas censurer. Je ne fais pas ça pour leur faire du mal, ai-je dit à Dana. Et je le pensais vraiment. Je fais ça pour qu'elle ne puisse plus continuer à me le faire. Elle a gardé le silence, puis a répondu, n'apportez que ce dont vous avez besoin. Un mur de papier donne l'impression d'une vendetta. 3 chèques donnent l'impression de la vérité. J'ai pris note de ce conseil. 48 heures avant la fête. J'avais un dossier. Un calme que j'avais gagné à la dure. Et un grand-père qui m'avait promis de ne pas détourner les yeux de la vérité, même lorsqu'elle prendrait les traits de sa propre fille. Dans les 2 jours précédant la fête, ma famille a fait ce qu'elle faisait toujours, me faciliter la tâche pour accomplir ce que j'avais décidé. Sloan a publié une story exhibant un cadeau surprise extravagant qu'elle avait acheté à notre grand-père. Une montre qui coûtait plus cher que ce que je gagnais en un mois. Payé, je le comprenais maintenant, avec son propre argent détourné. Elle a mis une légende sur l'importance primordiale de la famille. J'ai regardé l'écran un moment, et j'ai senti la dernière once de mon hésitation se consumer totalement. Ensuite, ma mère a appelé pour me donner ses dernières instructions. Mais quelque chose d'élégant, Grace, a-t-elle exigé. Pas tes vêtements de travail. C'est la soirée de ton grand-père. Ne la rends pas triste. Ne ramène pas tout à toi. J'ai failli éclater de rire. Pendant 4 ans, elles avaient ramené toute ma vie à elle. Au style de vie de Sloan, et à la maison de ma mère. Bâti sur l'argent censé m'empêcher de couler. Et maintenant, on m'avertissait de ne pas ramener une seule soirée à moi-même. Je vais bien m'habiller, ai-je répondu. Je te promets que je serai élégante. C'était la chose la plus vraie que je lui avais dite depuis des mois, et elle n'en avait pas la moindre idée. Elle me voulait présentable. Elle voulait que je me fonde dans le papier peint de sa soirée parfaite, que je passe les fleurs, et que je reste petite. J'ai raccroché, et j'ai sorti la seule belle robe que je possédais. La robe bleu marine, que je mettais pour les funérailles et les entretiens d'embauche. La robe que l'on enfile quand on a besoin que les gens vous prennent au sérieux. Elle m'avait demandé d'être présentable. J'avais l'intention d'être inoubliable. Puis, je me suis assise, et j'ai tout repassé en revue une dernière fois. Les chèques, les lettres, l'ordre dans lequel j'allais les poser, la façon dont j'allais parler. Des phrases courtes et calmes. Laisser le papier faire les cris à ma place. L'après-midi de la fête, je suis arrivé en avance pour installer les fleurs. J'ai trouvé ma mère seule à la table de la cuisine, et pendant une seconde, j'ai failli perdre mon courage. Elle ne m'a pas entendu entrer. Elle était assise avec une pile de factures étalées devant elle. Les termes d'une saisie immobilière étaient visibles en haut de l'une d'elles. Ses lunettes de lecture étaient relevées dans des cheveux, devenus plus gris que je ne m'étais permis de le remarquer. Elle paraissait vieille. Elle avait l'air fatiguée, d'une fatigue qui allait bien au-delà d'une simple mauvaise nuit. Elle avait l'air d'une femme en train de tout perdre. Et l'espace d'un souffle, je ne l'ai plus vue comme l'architecte de 4 années volées, mais comme ma mère. Se noyant à sa propre manière. Et la part de moi, qui avait passé toute sa vie à lui pardonner, a refait surface violemment. Elle a levé les yeux, m'a vu, et n'a même pas pris la peine de cacher les factures. Tu ne sais pas ce que c'est, a-t-elle dit doucement, presque pour elle-même. D'être sur le point de perdre la maison que ton mari a construite de ses propres mains. Je n'allais pas la laisser partir. Je ne le pouvais pas, l'espace d'une seconde, j'ai failli craquer. J'ai failli lui dire que ça pouvait attendre. Que nous trouverions une autre solution. Que je comprenais. Et puis, je me suis souvenu de moi, comptant mes pièces dans ma voiture pour acheter de l'essence, pendant qu'elle gardait sa maison avec mon argent. Je me suis souvenu de 4 anniversaires, où elle m'avait mis en garde de ne rien ramener à ma personne. Je me suis souvenu d'une carte de remerciement que je n'avais jamais écrite, réclamant encore plus d'argent. Son désespoir était réel. Mais ce n'était toujours pas une ligne de défense valable. Je sais ce que c'est que de perdre des choses, maman, ai-je répondu d'une voix neutre. Je les perds en silence depuis 4 ans. Et je suis allé arranger les fleurs. Les mains fermes. Le cœur serré comme un poing. Comme cela doit être, lorsque la tâche à accomplir compte plus que les sentiments. 1 heure avant l'arrivée des invités, mon grand-père m'a rejointe dans la salle à manger, et nous avons répété le plan une dernière fois.
2 conspirateurs dans de beaux vêtements. Il avait joué son rôle exactement comme je lui avais demandé. Il avait invité son avocat de longue date, un homme grisonnant et prudent nommé Holloway, à assister au dîner en tant qu'invité. Ce qui n'enfreignait aucune règle, et signifiait qu'il y aurait quelqu'un dans la pièce, qui comprendrait précisément ce que nous avions sous les yeux, et pourrait le dire à voix haute si on en arrivait là. Il sera juste un ami à la table, a dit mon grand-père, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. J'avais apporté mon dossier, et j'avais pris le conseil de Dana à cœur. Je n'allais pas déverser 4 années de documents sur une table d'anniversaire, comme une hystérique pleine de rancœur. J'avais sélectionné 3 chèques, le recto et le verso de chacun. Les exemples les plus clairs. La falsification était suffisamment flagrante pour faire mouche, mais pas au point de ressembler à une embuscade massive. Le reste, y compris ces fameuses lettres, demeurait en réserve. Je n'ai pas tout apporté, ai-je dit à mon grand-père. J'en ai apporté assez. Il a regardé le fin dossier dans ma main, puis m'a regardé, et une expression fière et triste a traversé son visage. Ton père s'y serait pris exactement de cette façon, a-t-il dit. En silence, avec prudence, et une bonne fois pour toutes. J'ai dû détourner le regard, pour ne pas pleurer avant même d'avoir commencé. Il m'a serré l'épaule. Après le toast, m'a-t-il dit, je te poserai la question que je te pose toujours. La question du chèque. À toi de jouer ensuite. C'était la partie la plus cruelle, mais aussi la plus belle de tout le plan. Que cette question chaleureuse, qu'il m'avait posée une centaine de fois, cette phrase même dont ma mère avait passé 4 ans à le détourner, soit la chose qui finisse par me donner la parole. La sonnette a retenti. Les premiers invités arrivaient. J'ai lissé ma robe bleu marine, et je suis allé accueillir ma famille avec le sourire. Je devrais revenir une nuit en arrière. Parce que la veille de la fête, j'ai failli me dissuader de faire tout ça. Et je pense que vous devez savoir que la personne, solide, vacille, elle aussi. J'ai appelé Renée. L'infirmière en chef qui m'avait formé, la chose la plus proche d'une famille pour moi, mais qui ne partageait mon sang avec personne. Je lui ai tout déballé d'un trait, depuis ma voiture sur le parking du supermarché. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse. Puis, elle a dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre. L'épuisement n'est pas une médaille, Grace. Le silence non plus. Je lui ai avoué que j'avais peur. Pas de Sloan, ni de ma mère. Mais peur de devenir ce qu'elles allaient inévitablement m'appeler. Celle qui a fait exploser la famille. La fille ingrate, qui a choisi l'argent au lieu du sang, lors de la fête d'un vieil homme. Et si j'étais celle qui nous détruisait, ai-je demandé. Renée n'a pas hésité une seconde. Ma chérie, elles ont détruit tout ça il y a 4 ans. Tu ne détruis pas la famille. Elle a laissé ses mots faire leur effet. Tu te contentes d'allumer la lumière. Je suis restée assise, le téléphone collé à l'oreille. L'enseigne lumineuse du supermarché bourdonnait en rose sur mon pare-brise, et j'ai senti quelque chose s'apaiser en moi. Elle avait raison. Je n'avais pas falsifié la moindre signature. Je n'avais pas pris le moindre euro. Je n'avais pas menti à un vieil homme, au sujet d'une petite fille qu'il aimait. Tout ce que j'allais faire, c'était de poser la vérité sur une table, et de laisser les gens voir ce qui avait été fait dans l'ombre, en mon nom, pendant des années. Ce n'était pas de la destruction. C'était un interrupteur qu'on allumait. J'ai remercié Renée, je suis rentré chez moi, et j'ai dormi. Vraiment dormi, pour la première fois depuis des semaines. Le lendemain, j'allais allumer cet interrupteur, et la pièce qu'elles avaient construite avec mon argent, devrait enfin regarder sur quelle fondation elle reposait. La fête était magnifique. Je dois bien leur accorder cela. La grande salle à manger de mon grand-père brillait à la lueur des bougies et des roses que j'avais arrangées. Blanches et rosées, leur parfum épais et suave enveloppant toute la pièce. 14 personnes étaient assises autour de la longue table. Des tantes, des cousins. 2 de ses plus vieux amis, datant de ses années dans le béton. Et l'avocat grisonnant, sirotant un Perrier près du bout de la table. Sloan étincelait dans une tenue hors de prix, jouant les hôtesses pour une soirée qu'elle avait achetée, avec l'argent censé me maintenir à flot. 30 tournaient autour de la table, remplissant les verres de vin. Détendu et souriant, tel un homme qui n'a aucune idée que le sol est sur le point de s'ouvrir sous ses pieds. Ma mère était assise à la droite de mon grand-père, à sa place habituelle. La belle fille aimante, celle qui gérait tout. Et moi, j'étais assise près de l'autre extrémité.
Un fin dossier posé sur mes genoux, et les roses exhalant leur douceur, dans une pièce qui ignorait totalement ce qui l'attendait. J'ai fait la conversation. J'ai complimenté le traiteur que Sloan avait engagé. J'ai regardé ma famille être charmante, chaleureuse, et convaincue de sa propre bonté. Et j'ai compris que, pour eux tous, c'était simplement une merveilleuse soirée. C'était là le cadeau étrange et glacial de la situation. J'étais la seule, à cette table, à savoir que nous étions assis au cœur d'une scène de crime, éclairée à la bougie. Les fourchettes raclaient les assiettes. Quelqu'un a ri en bout de table. Le quatuor à cordes, que ma sœur avait embauché, s'accordait dans le coin. Mon grand-père a croisé mon regard une fois. Juste une seule fois. Et m'a fait le plus imperceptible des signes de tête. Reniflement puis, il a tapoté sa fourchette contre son verre de vin. Le son a résonné clairement, et a fait taire toutes les conversations dans la pièce. Et il s'est levé. Lentement, avec assurance. Cet homme qui avait tout bâti à partir de rien. Avant de couper le gâteau, a-t-il dit chaleureusement, en regardant vers moi au bout de la table, je voudrais dire un mot à ma petite fille. La pièce s'est tournée vers moi. 14 visages amicaux, éclairés par la lueur des bougies. Les verres à demi levés, prêts pour le genre de toast affectueux, qui se termine avec tout le monde en train de tamponner ses yeux humides. Mon grand-père m'a regardé, et sa voix était plus douce qu'elle ne l'avait jamais été. Car c'était un excellent acteur, quand la vérité l'exigeait. Et il m'a posé la question qu'il m'avait posée 100 fois. Celle dont ma mère l'avait détournée pendant 4 ans, à chaque repas familial. Ce chèque t'aide bien, ma chérie? Pendant une demi-seconde, la tablée a gloussé, charmé. Un vieil homme se souciant de sa petite fille. Le sourire de ma mère a gelé sur son visage comme du givre. Plus loin sur la table, le regard de Sloan s'est braqué sur moi, puis sur notre mère, puis de nouveau sur moi. Vive comme une allumette qu'on craque, j'ai posé mon verre de vin. La pièce attendait que je réponde que je m'en sortais, comme je le faisais toujours. Comme je l'avais fait à chaque dîner, depuis des années. J'ai senti tout l'équilibre de la soirée reposer sur ce que j'allais dire ensuite. Et j'ai ressenti, sous mes côtes, ce calme étrange que je connaissais lors des pires nuits aux urgences. Ce calme qui s'installe quand il ne reste enfin plus rien d'autre à faire, que la bonne chose. C'est drôle que tu me poses la question, grand-père, ai-je dit. J'ai plongé la main vers mes genoux, j'ai ouvert le dossier, et j'ai cessé d'être la fille silencieuse de la famille pour de bon. J'ai sorti les 3 chèques, et je les ai posés au centre de la table, face vers le haut, côte à côte, là où la lumière des bougies les éclairait. Payé à l'ordre de Grace Anderson. 7 000 €. Payé à l'ordre de Grace Anderson. 7 000 €. 3 mois sur 46. L'écriture ferme de mon grand-père sur chacun d'eux. Les invités se sont penchés, confus, et ont commencé à lire. Grand-père a envoyé ses chèques, ai-je dit. Ma voix est sortie posée et claire. Sans tremblement, sans colère. 7 000 € par mois ces derniers temps, pendant près de 4 ans, pour m'aider à m'en sortir. J'ai laissé un temps de pause. Je n'en ai jamais vu un seul euro. La chaise de ma mère a raclé le sol en reculant d'1 centimètre. Grace, a-t-elle dit. Sa voix est montée dans ce registre chaleureux et autoritaire, que j'avais entendu toute ma vie. Ce n'est pas le moment. Tu es confuse. Ne faisons pas sacher ton grand-père. Tourne le chèque, ai-je répondu. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Les mots sont tombés dans le silence, comme une pierre dans un puits. Et toute la table s'est figée. Personne n'a bougé. Le quatuor s'était arrêté de jouer. Ma mère avait la bouche entr'ouverte. Et mon grand-père, debout en bout de table pour son 80e anniversaire, a tendu un bras qui ne tremblait pas du tout, a pris le chèque le plus proche, et l'a retourné pour que tout le monde puisse en voir le dos. Il y avait mon nom, Grace Anderson. Signé d'une main confiante et pleine de boucles, que quiconque me connaissait, pouvait identifier au premier coup d'œil comme n'étant pas la mienne. Déposé sur un compte qui n'était pas le mien, une fois de plus. La lueur de la bougie tremblait sur le papier. Quelque part autour de la table, une tante a eu le souffle coupé. Mon grand-père a lu la fausse signature à voix haute. Lentement, lettre par lettre. Ensuite, il a lu le numéro de compte écrit en dessous. Puis, il a levé les yeux et a regardé, non pas moi, mais ma sœur. Sloan, a demandé mon grand-père très calmement, en brandissant le verso du chèque.
Est-ce ton numéro de compte? La pièce entière était devenue si silencieuse, que je pouvais entendre grésiller les bougies. Le visage de Sloan avait pris la couleur de la nappe. Elle a regardé le chèque, puis notre mère, puis les 14 visages désormais tournés vers elle, et elle n'a rien dit. Ce qui, d'une certaine manière, hurlait la vérité bien plus fort que tout ce qu'elle aurait pu prononcer. Tran a posé la bouteille de vin sur le buffet avec un petit clic prudent, et a fait un demi-pas en arrière pour s'éloigner de la table. Exactement comme le fait un homme, lorsqu'il réalise qu'il se tient trop près d'une bombe sur le point d'exploser. La pièce s'est pétrifiée. J'ai géré des réanimations, où le cœur d'un homme s'arrêtait sous mes mains, et j'y ai ressenti moins de silence qu'à ce moment précis. Ma tante a cessé de respirer. La fourchette d'un cousin est restée suspendue en l'air. Les roses que j'avais arrangées, déversaient leur douceur sur une table où chaque personne présente, venait de comprendre en même temps ce qu'ils étaient réellement en train de célébrer. J'ai regardé ma sœur à travers la lueur des bougies, et j'ai gardé une voix aussi plate et nette qu'un fait irréfutable. Je n'ai pas signé ça, ai-je déclaré. Et un expert jury comptable sait déjà de quelle main ça vient. Sloan a émis un petit bruit, un mélange de rire et de halètement. Elle s'est levée d'un bond, si vite que sa chaise a basculé en arrière, et a percuté le sol dans un fracas. Toi, a-t-elle commencé. Et son sang-froid, sa façade lisse d'hôtesse parfaite, a volé en éclats, juste là, devant les plus vieux amis de notre grand-père. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas tressailli. J'avais attendu 4 ans que le sol se dérobe. Et maintenant que c'était fait, je constatais que je n'avais aucunement besoin de bouger. La vérité était déjà sur la table, avec son recto et son verso, et elle ne pouvait absolument rien faire pour la renvoyer dans l'obscurité. Sloan a explosé, comme le font les personnes acculées. Fort, vite, et en me prenant pour cible. Espèce de jalouse, de misérable. Tu n'as jamais dépensé un centime pour toi-même. Tu n'as jamais eu envie de rien. L'argent restait juste là, à dormir. Sa voix s'est brisée à travers la salle à manger. Tu te crois si noble dans ton petit uniforme d'infirmière? Cet argent aurait pourri. Nous l'avons utilisé. Nous en avons fait quelque chose. Ma mère pleurait maintenant. Ses larmes répétaient. Elle a tendu la main vers la manche de mon grand-père. Papa, j'allais le rembourser. Chaque centime, je te le jure. J'allais perdre la maison. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Laisser le nom de ton gendre se retrouver sur un avis de saisie. Les mots se bousculaient dans sa bouche, désespérés. Et toute la tablée a regardé une famille se déchirer en temps réel. Et pendant tout ce temps, je suis restée sur ma chaise. Je suis restée silencieuse. Et je les ai laissés hurler, parce que leur tapage faisait tout le travail à ma place. Lorsqu'il y a enfin eu un moment de répit pour reprendre leur souffle, j'ai pris la parole. Et j'ai parlé doucement, pour qu'elle soit obligée de se taire afin de m'entendre. Maman, ai-je dit. Tu m'as dit qu'on ne volait pas sa propre famille. Tu as dit que l'on ne faisait qu'emprunter. J'ai laissé le silence au parfum de rose s'installer un instant. Montre-moi les papiers du prêt. Elle n'en avait pas. Bien sûr qu'elle n'en avait pas. Il n'y avait aucun accord, aucune signature de ma part consentant à quoi que ce soit de tout ça. Aucune trace d'un seul euro remboursé, car ce n'était pas un prêt, et nous le savions toutes les deux. 4 ans, ai-je dit, en regardant tour à tour ma mère et ma sœur, aussi calme qu'un moniteur de chevet. 3 emplois. Votre compte. 3 petits faits posés l'un après l'autre. Et pas un seul d'entre eux ne pouvait être contesté. Sloan respirait bruyamment. Tran fuyait le regard de tout le monde. Et au bout de la table, mon grand-père, qui n'avait rien dit pendant une bonne minute, a finalement reposé le chèque. Il s'est redressé de toute sa hauteur, et a lâché, ça suffit. Mon grand-père ne m'a pas sauvé. Je veux que ce soit bien compris, car c'était là toute l'essence du plan. Il se tenait au bout de sa table, et parlait en tant que deuxième victime du vol. Pas comme le héros de mon histoire. Pendant 4 ans, a-t-il dit. Sa voix était rugueuse, mais elle portait fort. J'ai cru que ma Gracie prenait mon aide, et ne prenait même pas la peine de m'appeler. J'ai cru qu'elle avait pris ses distances. J'en ai eu beaucoup de chagrin. J'ai une carte dans mon portefeuille. Je croyais que c'était elle qui me l'avait écrite. Il a tourné lentement la tête vers ma mère. C'est toi qui l'as écrite, n'est-ce pas, Lorraine?
Tu m'as écrit en te faisant passer pour ma propre petite fille. Ce n'était pas une question, et elle n'y a pas répondu. Le silence s'en est chargé à sa place. Puis, Holloway, l'avocat grisonnant qui avait été un simple invité toute la soirée, a posé son Perrier et a pris la parole pour la première fois. D'une voix douce et précise. Je choisirai mes prochains mots avec beaucoup de prudence, vous tous, a-t-il prévenu. Je ne suis plus ici en tant qu'invité. Signer le nom d'une autre personne, pour encaisser un titre négociable, et écrire des lettres au nom de cette même personne pour en obtenir davantage, peut être qualifié de falsification selon la loi de l'Ohio. Et très probablement de vol par tromperie. C'est le genre de dossier qu'un procureur examine de très près. Tout ceci doit être traité dans les règles de l'art, à partir de maintenant. Le mot « falsification » a circulé autour de cette table, comme un courant d'air glacial. J'ai regardé ma mère et ma sœur, et j'ai fait la dernière chose que j'avais prévue. La chose que j'avais répétée devant mon miroir, jusqu'à ce que ma voix ne tremble plus. Je n'ai pas besoin d'excuses ce soir, ai-je dit. Je n'en ai plus besoin depuis longtemps. Ce dont j'ai besoin, c'est que l'argent soit restitué, et qu'une plainte soit déposée là où elle doit l'être. J'ai refermé mon dossier. Les fleurs sont payées. Je vous enverrai la facture pour ça aussi. Je me suis levé, et pour la première fois de ma vie, j'ai quitté un dîner de famille la tête parfaitement haute. J'ai roulé pour rentrer chez moi dans la nuit, les mains fermes sur le volant. Cette même fermeté que je ressens en sortant d'une chambre, où nous venons de perdre un patient. Ce calme creux et bourdonnant, qui signifie que le plus dur est passé, mais que l'on n'a pas encore pris toute la mesure des dégâts. Je croyais que c'était fini. Je le pensais sincèrement. Je croyais que retourner ces chèques sur cette table signait la fin de l'histoire. Le pire et le meilleur de toute cette affaire. Et que ce qui suivrait, ne serait qu'une affaire d'avocat, de paperasse, et le long processus pour reprendre ma vie en main. Je me suis servi un verre d'eau, dans ma petite cuisine. Je suis resté là, dans le silence, m'autorisant enfin, pour la première fois depuis des semaines, à sentir que je pouvais souffler. Puis, juste après 23 heures, mon téléphone a sonné. L'écran s'est allumé avec le nom de Dana. Il était tard. Beaucoup trop tard pour de bonnes nouvelles. Et quelque chose s'est serré dans ma poitrine, de la même façon que lorsque le voyant d'appel s'allume, dans la chambre qui vous fait le plus peur. J'ai failli ne pas répondre. Heureusement que je l'ai fait. Et je ne suis pas sûr de m'en réjouir encore une fois de la même manière, car ce que Dana m'a révélé dans les 2 minutes qui ont suivi, a pris ce que je croyais avoir compris, et l'a fait voler en éclats. Retourner ces chèques n'était pas le fond du problème. Ce n'était que la partie visible de l'iceberg. J'ai épluché le reste du dossier comptable avec Russ, m'a dit Dana, et je pouvais entendre des papiers bouger. Les lettres, graissent. Il y en a bien plus que celles que vous avez vues. Et vous devez comprendre ce qu'elles contiennent. Je me suis assise à la table de la cuisine. Au cours de ces 4 années, quelqu'un a écrit à votre grand-père un flot ininterrompu de mots en votre nom. Des remerciements, des nouvelles sur votre vie qui ne se sont jamais produites, et des requêtes. Elle a marqué une pause. Y compris celle demandant d'augmenter le montant mensuel de 5 000 à 7 000. Mais il y en a une autre, plus récente. Elle lui demande d'envisager d'avancer 6 mois d'un coup, pour payer ce programme d'infirmière praticienne, auquel vous n'avez jamais été inscrite. J'ai fermé les yeux. Donc, ce n'était pas juste un vol ponctuel, ai-je soufflé. Non, a confirmé Dana. C'était méticuleusement géré. Ça a pris de l'ampleur. À chaque fois qu'il aurait pu se poser des questions, une lettre avec votre écriture falsifiée, le rassurait et lui en demandait un peu plus. Ce n'est pas emprunter de l'argent qui dormait là. C'est un schéma bien rodé. Consistant à utiliser une fausse identité pour extorquer des paiements de plus en plus élevés. Les chèques seuls, une personne indulgente pourrait qualifier cela de bazar familial. Mais les lettres, c'est la partie que personne ne peut justifier. Elles prouvent l'intention. Je suis resté assise dans ma cuisine silencieuse, et j'ai enfin compris, jusqu'au plus profond de mes entrailles, ce que ma mère avait construit. Pas un moment d'égarement. Mais une opération de 4 ans, exploitant mon nom et l'amour d'un vieil homme. Conçu pour que l'argent continue d'affluer et d'augmenter, et pour me laisser me noyer en silence, afin que je ne relève jamais la tête pour poser des questions. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, ai-je demandé. Maintenant, m'a répondu Dana avec douceur,
cela cesse d'être une affaire qu'elles peuvent régler autour de la table de la cuisine. Le dossier va être transmis aux personnes compétentes. Et, Grace, avec ses lettres dans le dossier, ils vont prendre ça très au sérieux. Je l'ai remercié, j'ai raccroché, et je n'ai pas pleuré. J'avais épuisé toutes mes larmes il y a des années, dans une voiture, face à une jauge d'essence, sans même savoir pourquoi je pleurais. L'affaire ne s'est pas résolue du jour au lendemain. Ce n'a pas été sans bavure, mais c'était bien réel, et c'était mesurable. C'est tout ce que j'avais toujours voulu. L'expertise comptable a estimé le total détourné à près de 278 000 €. 5 000 par mois au début, puis 7 000 pour les 2 dernières années, après que la lettre falsifiée a poussé le montant à la hausse. Un accord de restitution a été conclu. Garantie sur la maison de ma mère, et sur ce qu'il restait de l'entreprise de ma sœur. Le signalement pénal a suivi son cours, avec les lettres falsifiées jointes au dossier. Falsification et vol par tromperie n'étaient pas des mots qu'un procureur balayait d'un revers de main. Et ma mère, tout comme ma sœur, ont été visées par une enquête qui, à l'heure où je vous parle, est toujours en cours. Tran, il s'est avéré, a été ravi de coopérer à la minute où son propre nom a été menacé. Mon grand-père a modifié ses dispositions dès cette semaine-là. L'argent m'était désormais versé directement. Plus d'intermédiaire. Et la première chose qu'il a faite avec le reste de son argent, a été de créer une bourse d'études en soins infirmiers au nom de mon père. Car il disait que son gendre aurait préféré cela à une simple montre. J'ai laissé tomber les missions d'intérim le week-end. J'ai continué à enseigner, parce que j'en avais envie, et non plus parce que j'y étais obligé. Et la chose la plus étrange, celle que je n'arrive toujours pas tout à fait à m'expliquer, c'est que pour la première fois en 7 ans, j'ai dormi toute la nuit. Je me suis réveillé avant que le réveil ne sonne, et je n'ai pas attrapé mon téléphone pour compter l'argent qu'il me restait. Je ne parle plus directement à ma mère ni à ma sœur. Non pas par haine, ni pour les punir. Mais parce que désormais, tout entre nous passe par des avocats et des calendriers de restitution. Et cette distance est la seule chose qui me permet enfin de respirer. Je n'ai pas coupé les ponts avec elle. J'ai coupé leur accès à mon nom, à mon silence, et à mon argent. Ce qui est une chose totalement différente. Sur mon propre réfrigérateur, à l'image de mon grand-père qui y garde une carte que je n'ai jamais écrite, j'ai scotché la photocopie d'un chèque encaissé. Le recto visible, puis retourné sur son verso. La fausse signature fixant ma cuisine chaque matin. Pas pour rester en colère, mais pour rester lucide. Parce que protéger ce qui vous appartient n'est pas une vengeance. Ce n'est pas de la cruauté. Et ce n'est pas une trahison envers la famille, qui vous a d'abord trahi. C'est le prix à payer pour enfin vivre en paix. Voilà mon histoire. 4 années de silence, 3 emplois, et un chèque retourné à la bonne table. Si cela vous a rappelé une question sur l'argent, que vous avez été trop poli pour poser, sur celui qui, dans votre famille, insiste absolument pour le gérer, prenez ceci comme un signe. Posez-la. Et si quelqu'un que vous aimez a besoin d'entendre cela ce soir, partagez la vidéo. Laissez un commentaire. Abonnez-vous. Et on se retrouve dans la prochaine.